Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai des doutes, mais en même temps, j'ai vu comme des nouvelles passer, des tweets. Là, je pense que c'est Atlas qui disait que ce serait bénéfique peut-être pour les équipes. Je sais que la Liga MX a suspendu ou pense suspendre pour 5 ans le système de promotion-relégation. Là, je ne sais pas c'est si ça, exactement. Dans le fond, la Liga MX a décidé de venir se coller un peu sur ce que fait la MLS. Là. Ouais, l'excuse officielle étant la crise du coronavirus, mais en tout cas, moi, des systèmes de promotion-relégation, c'est pas toujours parfait. Puis je sais qu'en Argentine, ils ont changé le système, puis ça a créé beaucoup de tensions parce que leur système marche par un système de points, c'est pas direct. Puis là, il y a des clubs de deuxième division qui se plaignent que c'est fait en sorte pour garder les meilleurs clubs en première division. Quand je vois l'idée de créer une Super League comme ça, un peu comme on a vu en Europe, c'est un peu pour les grands clubs paresseux qui veulent plus se forcer pour être sûr de jouer au niveau européen. J'ai l'impression qu'on est là-dedans un peu. Là. Oui, c'est ça. Fait que faudra voir. Et j'en parlais avec plein d'auditeurs sur Twitter. Et il semble que cette fusion-là, Liga, MX, MLS, ça pourrait être très compliqué de toute façon si ça arrivait. Avec le fameux règlement, je sais pas si ça dit quoi, règlement 73 de la FIFA. Je savais pas que c'était le numéro 73, mais je savais qu'il y avait un règlement de la sorte. Là, je sais pas si vous vous rappelez, quand Ambroise Oyongo s'est amené à Montréal, il y a eu des tensions parce que son agent n'était pas content de l'échange, comprenait pas trop le système. Je sais qu'au niveau de la FIFA, ça avait fait grincer des dents le fait qu'un gars parte des États-Unis, de la Fédération américaine, pour arriver dans la Fédération canadienne. Il y avait aussi une controverse quand Issam Nakajime, si je me souviens bien son nom, là, il y avait eu son échange, il y avait eu ça aussi. Donc, je sais qu'au niveau de la FIFA, quand on a créé la MLS, c'était une ligue qui était uniquement américaine. Toronto est arrivé à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose au Canada, mais là, je pense qu'actuellement, avec la CPL, un peu comme Alex Rupert le mentionnait sur Twitter, moi, j'ai l'impression que, puis
peut-être pas nécessairement la FIFA, peut-être la Fédération canadienne va mettre son pied à terre et va dire, là, les gars, maintenant, vous revenez jouer au Canada. C'est quelque chose qui se pourrait. C'est fort possible parce que ce fameux règlement-là, justement, 73, il dit finalement que si tu as un championnat chez vous, ben, tu es obligé de jouer chez vous. Donc, ça serait logique qu'on dise aux équipes canadiennes, au renouvellement, de dire, regarde, il y a quelque chose chez vous, allez par là. Ben, je me souviens, c'était en 2016, je pense, quand j'écrivais mon blog. Il y avait une histoire comme ça au niveau des femmes. Je pense que c'était à Québec, les filles jouaient dans une ligue qui était la Women USL. Et là, je m'excuse si je me trompe, corrigez-moi là, sur Twitter, mais il me semble que c'était la Women USL. Et la ligue a disparu. Ils ont créé une nouvelle ligue aux États-Unis, un peu dans la même foulée que la MLS, là, un calibre plus fort. Et les filles de Québec voulaient jouer dans la ligue et la Fédération canadienne a dit non. Vous ne jouez pas parce que c'est pas notre pays. Sauf que là, le monde capotait. Chris, il n'y a pas de ligue de femmes majeure au Canada. Non, fait que là, les filles se sont ramassées à ne pas pouvoir jouer ou je ne sais pas s'il y a une ligue actuellement au niveau des femmes. Là, il y avait les Comètes à Laval, mais je ne sais pas si l'équipe existe encore. Bref, c'est une drôle de situation. Est-ce que, dans le fond, là, si j'en reviens encore, puis je t'en ai, j'en reviens au règlement 73 qui dit que si tu as une ligue chez vous, faut que tu joues chez vous, ce qui compliquerait une fusion possible entre la Liga MX et la MLS. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une des deux ligues advenant là, un projet de fusion qui devra fermer ses livres finalement pour que l'autre dise « OK, il n'y a plus rien dans mon pays, on s'en va rejoindre l'autre ligue ». Écoute, je sais pas, peut-être que la façon peut-être ça s'enligne avec la crise du coronavirus. Moi, honnêtement, je voudrais pas être une équipe professionnelle aux États-Unis. De la façon que Trump gère ça, on fera pas de politique là, mais moi j'ai peur que ça leur pète solide d'en face aux États-Unis. Je regarde ça là. Comment c'est géré d'un État à l'autre. Et il serait peut-être pas impossible que les équipes, tu sais, ces philosophes en parlaient, moi, d'après moi, c'est ce qu'on risque peut-être de voir, les équipes canadiennes. Honnêtement, tu as un club canadien, tu veux aller jouer aux États-Unis cet été, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, des doutes. Et j'ai peut-être l'impression que les Américains seraient peut-être gagnants là-dedans parce que il y a probablement beaucoup d'équipes de la MLS peut-être qui ne survivront pas. Tu sais, je pense à des petits marchés comme Columbus, Cincinnati. Je ne sais pas si c'est un petit marché, Cincinnati, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui ne survivront pas à cette crise-là. Parce que c'est pas facile. Du côté américain. Tu sais, en MLS, contrairement à d'autres ligues comme la NFL ou la NBA qui peuvent très bien tenir avec les droits télé, c'est beaucoup plus dur dans un marché de la MLS où le revenu au tourniquet est vraiment important et où on était en plein début de saison. Si je prends par exemple là, la NFL, ben, la saison est... On est dans l'entre-saison, donc c'est pas si pire. La Ligue nationale, il restait quoi, 4-5 matchs locaux à chaque équipe? À la limite, c'est pas si pire. Mais la MLS, on entrait dans le cœur de la saison, là. Effectivement. Puis, c'est pas le sport le plus important aux États-Unis, on va se le dire. C'est en hausse, mais c'est comme au Canada, c'est en hausse chez les jeunes, mais c'est pas encore établi. Tu sais, je veux dire, oui, c'est mieux que c'était, mais honnêtement, aux États-Unis, oui, dans certains cas, les stades sont pleins, mais advenant la tournure que la crise pourrait prendre, je ne sais pas si ça va se maintenir. Moi, honnêtement, là, dans les circuits majeurs, la NFL, je ne crois pas que ça soit menacé. Moi non plus. La Ligue nationale de hockey, je ne crois pas. Le baseball majeur, peut-être, mais pour d'autres raisons. La NBA, absolument pas. Parce que, tu sais, quand tu regardes la NBA, le foot, le hockey, puis la NFL, c'est comme les plus grosses ligues au monde. Dans le cas de la NSL. Oui, mais c'est ça. La MLS, tu n'as pas ce luxe-là. Les gens se tournent plus vers l'Europe. Fait que j'ai beaucoup. Peut-être que la situation au Mexique, je la connais pas. C'est peut-être ça aussi. Les autres, ils se préparent peut-être à avoir des pertes majeures et à vouloir sauver les gros clubs en faisant une Super League. Tu sais, c'est quand même drôle que ces circonstances-là arrivent dans une crise comme on vit actuellement.
Ou l'idée, ce serait-tu peut-être, parce que je sais qu'en Europe, ils ont proposé une Super League de la sorte. Ça n'avait pas marché, je pense. Hein? Ou en tout La cas, FIFA veut. elle veut Je pas, pense que c'est ouais, la c'est FIFA ça. qui veut pas. Puis c'est parce que, en tout cas, encore là, c'est des gros clubs riches comme Manchester United. C'est drôle, en 2009, ils n'auraient pas parlé United, mais là, United, c'est plus ce que c'était. C'est comme une façon de s'assurer des matchs européens. Puis, est-ce que c'est ça la mentalité aussi? Je ne sais pas. Mais tu sais, quand je regarde la CONCACAF, on va se le dire, la Ligue des champions de la CONCACAF, ça fonctionne, tant qu'à moi, ça fonctionne plus ou moins. Là. Depuis que je suis d'Impact, j'ai été voir 4 saisons différentes de la CONCACAF. OK? La première édition, tu avais 4 groupes à 4 équipes. Les 2 meilleurs passaient, comme en Europe, sauf à 4 groupes. Ils ont changé le format pour 8 groupes à 3 équipes. Et là, ils ont changé le format pour commencer tout de suite en ronde éliminatoire. C'est une Ligue des champions qui cherche avec une structure qui est douteuse. Puis, pensez 2 secondes. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, l'arbitrage en CONCACAF, on l'a vu le dernier match au Stade olympique avec l'histoire du penalty. Puis, on sait qu'il y a une discrimination envers les équipes canadiennes puis américaines. As-tu vraiment le goût d'aller te taper un championnat quand tu sais que tu risques d'avoir des problèmes d'arbitrage puis que déjà que tu en as en MLS, je ne sais pas comment c'est la Liga MX, mais tu risques d'en avoir plusieurs parce qu'il y a comme une... on va se le dire entre les Américains, là, avec le président, il y a peut-être des tensions, disons... politiques. Politiques. Je ne voudrais pas dire jusqu'à raciste, mais on s'entend que, je me souviens, il y a eu un combat de boxe l'année passée. Le gars est allé se battre contre un Mexicain, s'est mis un short avec des briques, build a wall. Le Mexicain a défoncé l'Américain qui avait ces shorts-là. Il y a comme des tensions de ces 2 pays-là qui fait que j'ai beaucoup de difficultés à croire ce scénario-là. Puis, advenant que ça devient une possibilité, mais il y a plusieurs des auditeurs, en tout cas, Rémi, qui pensent comme nous autres, là, que c'est difficile à croire parce que oui, à 15% sur le sondage, là, oui, à 15% croient que c'est possible, non à 67%. 17% qui pensent que bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Fait que règle générale, les gens, ils croient pas trop. Mais advenant que ça arrivait, qu'est-ce qui se passe avec nos clubs canadiens? Parce que tu sais, déjà qu'on a de la misère à faire voyager les clubs de MLS, on trouve que le marché canadien est loin. S'il faut que Montréal, Toronto et Vancouver aillent jouer au Mexique, ça commence à faire des méchants déplacements. Là. Ben, écoute, premièrement, on s'entend, si cette ligue-là est créée, on va y aller avec les marchés. LA, pas de problème. New York, pas de problème. Mais tu n'auras pas Columbus, là. Tu n'auras pas New England là-dedans. Là. Ça va être les gros marchés. Et ça risque peut-être même d'être... Je regarde les... à part New York, tu regardes les grosses traditions de foot aux États sont dans l'Ouest. Oui. Tu sais, Seattle, Portland. Tu sais, c'est des... Entre autres, Portland et Seattle, c'est dans la NASL des années 70, il y avait des équipes. Tu aurais Tampa Bay, les Rowdies, mais en termes de marché, ça ne se compare pas. Je m'attends peut-être que ce soit des clubs de l'Ouest. Parce que là, déjà qu'on se plaint du voyagement en MLS, tu rajoutes le Mexique, le voyagement, le décalage horaire. Pour un club comme Montréal, c'est déjà une ligue canadienne, c'est pas l'idéal. Halifax qui s'en va jouer contre Pacific FC. Non, c'est pas comme... Non, c'est pas liable. Puis deuxièmement, soyons honnêtes, si on invite des clubs canadiens, il y en a un qui va être invité, c'est Toronto. Parce que c'est le gros marché au Canada en termes de foot. Puis on regarde depuis leur arrivée en MLS n'a pas toujours été glorieuse, mais dans les 5 dernières années, on s'entend que le Toronto FC, c'est un peu comme le PSG du Canada, puis Montréal, c'est pas mal Marseille, puis à la limite, Vancouver, c'est Lyon, là. Il y a un club qui s'est démarqué, ça me fait chier de dire ça parce que c'est Toronto. Je pense que c'est le seul club qui aurait une chance d'être invité là-dedans, puis encore là, est-ce que vraiment, quand on parle d'une fusion MLS Liga MX, est-ce que
Canadiens, les équipes canadiennes, est-ce qu'on y pense vraiment ou c'est comme on n'a pas dit une union Canada, États-Unis, Mexique. On a pas, le MLS, c'est vu comme le championnat des États-Unis. C'est un championnat américain, c'est ça. Fait que, d'après moi, les équipes canadiennes sont pas dans le coup. Là. Puis, tu sais, est-ce qu'on pourrait voir naître une nouvelle ligue aussi qui ramasserait peut-être justement les marchés canadiens et les petits marchés qu'on vient de parler dans la MLS? Parce que une ligue, on ne se le cachera pas, États-Unis-Mexique, ça va prendre soit des gros marchés ou soit des équipes qui ont bien des moyens. Là. Donc, on pourrait voir là-dedans apparaître l'équipe de l'Inter de Miami, peut-être LA Galaxy, que Atlanta United, des clubs qui ont potentiellement beaucoup d'argent, mais le reste, là, on pourrait-tu voir apparaître une nouvelle ligue, mais on va être pris au même problème que le règlement 73 de tantôt. Là. Écoute, tu m'allumes sur de quoi, là? J'avais pas pensé à ça, mais c'est en lien avec ton autre point, Wayne Rooney, puis le plafond salarial. Pour certaines équipes américaines, le fait de créer ce genre de ligue-là, tu sais, je pense à New York, je pense entre autres à New York FC, je pense au Galaxy, tu viens de faire sauter l'épine que tu as dans le pied, qui est le cap salarial. Ouais. Fait que pour certains gros marchés, c'est peut-être intéressant de se dire, parfois, on va se débarrasser du cap. Est-ce qu'on crée une autre ligue? Est-ce qu'on envoie ces clubs-là en USL? Techniquement, la NASL est comme dans un flou, c'est devant les tribunaux. La Fédération américaine voulait s'en débarrasser, puis parce que c'était une ligue qui était créée à cause de la chicane de la USL, là, une vieille chicane. Là. Est-ce qu'on ramène cette ligue-là pour une troisième fois puis qu'on met ces équipes-là? Est-ce qu'on maintient une pyramide? Est-ce qu'on dit que ce nouveau championnat est la première pyramide? Les restants de la MLS, le deuxième niveau, le USL, le troisième? Ça lève beaucoup de questions au niveau de la Fédération américaine. Puis moi, honnêtement, avec la Fédération canadienne, je m'en tiendrais loin. Moi, je m'arrangerais que ma CPL devienne ma première division canadienne. Il va falloir que la question des joueurs, par exemple, qui sont avec l'Impact actuellement, à cause que si je ne me trompe pas, puis encore là, les auditeurs, corrigez-moi, il me semble que les contrats sont pas si... À part les joueurs désignés, les contrats sont payés par la Ligue. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que... Dans le fond, il y a la question de savoir si les joueurs appartiennent à l'Impact ou appartiennent à la MLS, dans le fond. Effectivement. Fait que, ça lève un paquet d'affaires. Puis là, encore là, tu crées une ligue canadienne. Tu fais quoi avec les championnats de troisième division comme la Première Ligue du Québec? Est-ce que tu instaures un système de promotion? C'est une question qui est lourdement complexe, mais pour venir à cette super ligue-là, ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas les jeux de coulisses qui se jouent actuellement. Il y a peut-être des jeux qui se jouent en coulisses, là. Il y a peut-être, c'est ça, une négociation à saveur politique derrière tout ça, mais c'est ça, on ne le saura pas. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe avec les dirigeants de la Liga MX, parce que là, si je ne me trompe pas, ceux qui ont allumé le feu, le brasier, on va appeler ça comme ça, c'est deux propriétaires de cette ligue-là. Fait que, il se passe quelque pourtant, chose. Le premier, c'est Atlas. Oui. Le deuxième club, est-ce que tu te souviens, c'est quoi le nom du deuxième club? Non, je vais essayer de le trouver, mais je suis pas certain, là, parce que je veux pas induire les auditeurs en erreur, je suis pas certain que c'est deux clubs, mais peut-être deux propriétaires d'un même club. Fait que je veux juste c'est pas valider. Monterrey peut-être, ou Tigresse? Et c'est ça, mais il faudra voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Puis la question, c'est les fans là-dedans. Là. Tu sais, quand tu vas jouer, quand l'Impact s'en va jouer aux États-Unis, oui, des fois, tu as des fans turbulents aux États-Unis, mais tu n'as pas peur pour la sécurité de tes joueurs. Ce qui n'est pas le cas au Mexique. Tu sais, à Pachuca, c'était tranquille. América, c'était autre chose. Il y a certains clubs au Mexique que je voudrais pas aller jouer là. Non. Même pour un match de Ligue des Champions, j'irais, là, mais on le sait, là, puis l'autre chose, c'est que tu crées un super championnat comme ça, il se passe quoi avec la Ligue des Champions? Est-ce que, puis ça, je sais que ça s'est déjà fait dans le passé, puis il y avait peut-être des discussions, puis oui, ça, c'est une autre affaire que je viens d'allumer, je n'étais pas préparé à parler de ça. Est-ce que l'idée, c'est ensuite, parce qu'actuellement, il y a des clubs mexicains qui jouent en Copa Libertadores, à moins que ça ait changé, mais il y avait des clubs mexicains en Libertadores. Est-ce que c'est une stratégie pour permettre à des clubs américains de peut-être aller jouer en Libertadores aussi? Je sais que ça s'est déjà parlé.
Et dans le fond, tu t'arriverais quasiment à abolir la Ligue des champions de la CONCACAF qui, on va se le dire, dans toutes les ligues des champions, tu sais, la Ligue des champions africaine, la CAF, c'est gros. En Asie, c'est gros, mais la CONCACAF, je m'excuse, là, mais c'est ridicule comme Ligue des champions quand on y pense. C'est le fun pour nous autres, là, mais ça se compare pas au reste du monde. Non, c'est ça. Puis, advenant une Super Ligue, il n'y a plus de raison d'avoir cette Ligue des champions de la CONCACAF. Là. Effectivement. Fait que tu sais, c'est-tu un jeu de coulisses pour la Libertadores aussi? Je ne sais pas. Puis éventuellement, encore là, l'autre question que je me pose, la CONCACAF a été lourdement affectée dans les dernières années, entre autres les scandales de corruption. Est-ce que la CONCACAF est peut-être pas menacée, je ne sais pas, de faire faillite? Puis avec une crise comme le coronavirus, est-ce que ça pourrait sonner le club? Tu sais, on parle que des clubs peuvent être menacés. C'est sûr que l'UEFA, les fédérations en Afrique puis en Asie, je pense qu'ils sont assez solides, mais la CONCACAF, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que c'est ça derrière ça, puis qu'éventuellement, il n'y aurait peut-être pas aussi une fusion CONCACAF Common Ball pour avoir une fédération à grandeur de l'Amérique? Oui, peut-être. Tu sais, quand il y a la Copa América, il invite souvent des clubs à travers. Moi, j'étais tombé sur le cul. Je pense à la dernière Copa América, je vois le Japon. Est-ce que c'est ça? Parce qu'eux autres, ils invitent 2 équipes internationales. Ils ont déjà invité les Américains, la Jamaïque. Est-ce qu'on voudrait, justement, agrandir la zone pour qu'elle soit l'Amérique au complet? Ce qui serait peut-être pas fou. Moi, honnêtement, l'impact en Ligue des champions contre un Boca Junior, j'aime bien Boca. J'aurais pas ça, moi, voir au stade olympique. Tu sais. On ne sait pas, là. Mais ce que je trouve particulier, c'est que ça sort en pleine crise du coronavirus, quand le sport professionnel, on va se le dire, est menacé. Là. Oh, il est menacé puis il se pose partout. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas la vérité, c'est des hypothèses, je pense à voix haute. Là. Il y a peut-être du monde qui vont me trouver fou, vous pouvez me le dire, moi je vais vivre avec. Là. Mais c'est ça qui est maudit, c'est que toi et moi, on n'est pas des journalistes, on n'a pas accès à certaines informations, tu sais, on réfléchit à voix haute. Là. Oui, c'est vraiment le but du podcast. Là. C'est ça que je me demande. Là. C'est vraiment Atlas, que ça semble être juste Atlas, là, Santos Laguna. C'est assez particulier. Oui. Donc, c'est en tout cas l'info que j'ai là, sur Twitter, podcast BBN, si jamais vous avez d'autres infos à ce sujet-là, mais c'est ce qu'il semble là, découler. Puis, tu sais, il a quand même produit là, une lettre de 4 pages pour expliquer son point de vue. Fait que, tu sais, à qui ça sert, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut démontrer. Moi aussi, je suis un peu comme toi là-dessus. Je trouve que le timing est spécial pour qu'on sorte avec des histoires comme ça. Là. Mais je veux pas tomber dans un complot non plus. Là. Je pense pas que c'est un complot. Non. Moi, je pense que il y a peut-être une question vraiment de santé économique. Puis la Liga MX est solide. Ça, général, à part certains clubs, mais on va s'entendre, un club comme América, eux autres, financièrement, je pense pas qu'ils soient menacés. À moins qu'il y ait peut-être des choses que je connais pas, là. Mais je vois difficilement un club comme América être menacé. Puis c'est des clubs qui, je sais pas combien de fois ils nous l'ont dit, qu'ils sont avantagés parce que financièrement, ils n'ont pas de plafond salarial. Là. Ils ont Tigresse est allé chercher des Gignac. Il était encore à Marseille quand il a été chercher. Mais bref, ils ne se gênent pas pour aller piger des joueurs européens. Puis donc, ils sont capables. Mais probablement pour un club comme Pachuca, justement, qui est un petit peu plus petit, plus modeste, peut-être que pour eux, ça peut être un problème. T'sais. Et peut-être qu'on essaie de sauver une situation. Oui, qui pourrait se pointer et être problématique pour certaines formations là-bas. Et c'est ça. Donc, il y a plein d'articles qui sortent. Là. On me tag dans des articles, c'est super bien. Mais partout, là, il y en a plein qui voient que ça ferait une tonne de sens, une fusion entre les deux, une Super League. Juppé Labrique disait North America Super League, NASL, reste à racheter. La marque Cosmos est rebaptisée NICFC. L'Impact pourrait redevenir le Manic. Ouais. Ben, dans le cas du Cosmos, techniquement, le club existe encore. Il y a eu la chicane avec la MLS, puis d'ailleurs... je sais pas, la Fédération américaine n'avait pas trop l'air à aimer le Cosmos parce que ils ont voulu garder le club même si la NASL ne jouait pas. Ils ont été refusés, je pense, en USL. Ils ont voulu participer quand même
le trophée national américain, ils se sont fait refuser, mais parce que j'avais l'habitude de les regarder, les matchs étaient gratuits sur YouTube, même j'ai été voir à Ottawa. Puis, ils ont comme une équipe en NPSL, une équipe B qui continue à jouer, puis je reçois à l'occasion des courriels là, par rapport au développement de l'équipe, à moins que ça ait tombé. Je sais qu'à l'époque de la NASL, quand ils ont annoncé New York City FC, il y a quelqu'un qui avait enregistré les droits pour New York United. On se demandait est-ce que Red Bull va vendre le club puis que United va racheter, je ne sais pas. Mais je sais que le Cosmos, techniquement, existe encore, mais il n'a pas l'air trop apprécié. Mais effectivement, parce que c'est hyper complexe comme question, là. Mais parce que la question de la NASL, qui est, à ma connaissance, toujours pas réglée. La Ligue, techniquement, n'existe plus. Mais ça a laissé un goût amer à certaines personnes là, aux États-Unis, là, cette histoire-là de... ça s'est réglé, ça s'est fait de façon, disons, sauvage. Puis je sais pas par rapport aux tribunaux. Les tribunaux avaient refusé, là, mais c'est Théo Gauthier, peut-être un peu plus. Ceux qui le connaissent un peu, il y avait un podcast qui s'appelait NSL Nightcaps. Lui, peut-être beaucoup plus au courant. Il fait partie de la gang là, du Sports Podcasting Network de Kevin Laramé. Là. Ouais. Eux seraient peut-être mieux, en tout cas, pour savoir la situation s'il a suivi. Mais c'est sûr que de créer une Super League comme ça va faire du monde content, mais ça va mettre du monde en sacrament aussi, ça c'est clair. Ben oui, gars, Dr. Foot nous dit si la MLS fusionne avec Liga MX, moi je décroche, aussi bien transférer l'Impact en CPL. Didier Odor nous dit ça donnerait du foot intéressant, mais je pense que si ça arrive, l'Impact et Vancouver ne feront pas partie de l'aventure. Puis, tu sais, là-dessus, je rejoins Dr. Foot. Dr. Foot dit il y a trop d'équipes et trop de niveaux inégal. Les distances sont trop grandes. Difficile à croire qu'ils étudient cette possibilité-là. Et Didier qui renchérit en disant ça va sûrement être les plus gros marchés, un peu comme on disait tantôt, LA, New York, Miami, Toronto. Fait que, c'est un peu ce qui sort, là. Dr. Foot a mis le doigt sur quelque chose. Moi, j'avais décroché de la MLS solide il y a une couple d'années. Entre autres, à cause de l'arbitrage, puis le congédiement de Biello, mais j'avais tendance à plutôt regarder la NASL, justement, le Cosmos de New York, entre autres. Là. Je regardais beaucoup les matchs sur YouTube, c'était gratuit. Puis là, bon, la NASL a disparu, puis bon, les enfants ont vieilli, j'ai retrouvé mon engouement. Mais je vais t'avouer qu'avec l'arrivée de la CPL, moi, mon intérêt pour la MLS a baissé. Si t'as pas de l'impact, ça enlève l'impact, puis je suis pas intéressé. Là. Je vais te donner un exemple, là, moi qui fais un peu des sports depuis l'arrivée de la CPL. Moi, à l'époque, quand j'avais une PS4, je jouais pas à FIFA, je jouais à PES. Il fallait que je customise au complet pour mettre la MLS. Mais moi, ça fait une couple d'années que je faisais une ligue canadienne fictive, puis parce que j'ai plus d'intérêt pour la MLS, puis là, je mettais des clubs vintage, mais je vais être honnête avec toi, moi, personnellement, l'Impact ou un club à Laval débarque en CPL demain, c'est clair, j'ai un billet de saison. Le problème, dans le cas de Montréal, c'est que tu fais avec les joueurs, est-ce qu'ils sont en contrat avec la MLS ou le club? Puis, l'autre problème, c'est que, tu sais, moi, je suis un nostalgique de la NASL puis de la USL, le stade Saputo à 12 000 places. Puis honnêtement, tu sais, je me souviens quand l'Impact est rentré à MLS, Joey Saputo disait que l'équipe n'aurait pas survécu. Il y avait un entrevue à TVA, mais moi, je m'ennuie de cette époque-là. Mais là, en CPL, avec un stade à 20 000, je sais pas. Puis à Ottawa, le Fury, c'est une affaire qui me dérangeait. Mais c'est le stade des Red Blacks, ça, c'est différent, mais ils jouaient dans un stade bien trop gros. Moi, ça casse l'ambiance. Ouais, moi, honnêtement, un stade à 12 000, fait que là, et là, la question, tu fais quoi là, pour l'Impact, un stade à 20 000, mais que tu te ramasses dans une ligue? Tu sais, on va se le dire, là, moi, le monde, je suis fan de l'Impact, il y en a une méchante gang, ils venaient pas voir l'Impact, ils ont signé Drogba, là, ça débarquait avec des chandails Drogba, je suis un fan inconditionnel, tu sais, avec un chandail de l'année précédente qui avait collé Drogba dans le dos, puis quand Drogba est parti, on les a jamais revus, puis le monde, moi, si Piatti s'en va, je viens plus. Pas sûr, moi, que tu vas remplir un stade à 20 000 en CPL. Les hardcore vont être là. Même, je pense que c'est des hardcore qui ont arrêté d'y aller parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la MLS, qui vont revenir, genre moi. Mais honnêtement, l'Impact en MLS, moi, j'ai peur que peut-être l'Impact en tant que tel ne survive pas. Montréal, un peu comme Ottawa, ça va revenir sur un autre club. Ça, c'est une crainte que j'ai. Mais moi, c'est sûr que je vais être là.
Oh oui, c'est sûr. Aime Puis ta tu ville. sais, CPL là, non plus, c'est pas une ligue de tout croche. Là. Tu sais, la ligue est belle, elle est pro, elle a un bon contrat de télé. Ça n'a pas l'air d'une organisation, tu sais, montée en broche à balle. Tu sais, on a ri un peu du trophée l'année passée, mais sinon, là, somme toute, là, ils sont en train de se bâtir une belle crédibilité là, dans le CPL. C'est juste le style coronavirus qui vient fucker. qui m'énerve, là. Mais tu sais, moi, je me suis commandé parce que j'aime bien le Pacific FC. Je me suis commandé le maillot de l'année passée. Il y avait une vente de feu. Je n'ai pas payé cher. Puis quand j'ai commandé, ils m'ont écrit. Ils disaient qu'on ne sait pas si on va être. Veux-tu contre en bourse? On ne sait pas si on va être capable de te les envoyer. Finalement, je les ai reçus. Là, j'avais le goût de réécrire à la fille. Écoute, êtes-vous menacé? Tu sais, cette ligue-là, son problème, c'est qu'elle est jeune. C'est ça. Je suis pas sûr que financièrement, si ça se complique, le coronavirus, qu'elle va être capable de survivre. Puis là, il va falloir recommencer de zéro. Mais c'était en 2012, je pense, ou 2013. Ma fille n'était pas au monde encore. La Fédération avait sorti un document, un projet de Division 2 canadienne pour améliorer le niveau de jeu. Puis on va se le dire, la Ligue, ça a été un succès. Waterman à Montréal, il y a des gars qui ont signé en Europe, puis l'Atlético d'Ottawa. Cette Ligue-là a peut-être, même je pense honnêtement, a peut-être mieux parti que la MLS a parti. Je pense que oui, puis je pense qu'elle a un potentiel de développement. Je pourrais pas me l'expliquer, mais on dirait que les clubs européens qui veulent venir s'installer ici, comme l'Atlético justement l'a fait, semblent beaucoup plus intéressés par le marché de la CPL que le marché de la MLS. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voient un soccer qui va plus leur ressembler. Moi, te le dire pourquoi, moi j'ai une raison. À Montréal, on n'a pas de ville comme New York, on n'a pas de ville comme LA. Fait que des has-been qui viennent finir leur carrière, c'est pas Edmonton qui va en attirer. Fait que tu vas peut-être attirer comme Cosmos avait fait avec Raoul, peut-être un ou deux, mais tu te ramasseras pas avec un championnat qui est perçu comme un championnat de has-been. Ce qui fait que si tu veux développer ton championnat, il faut que tu mises sur tes jeunes Canadiens. Et une équipe qui veut aller chercher une pépite et qui veut recruter des jeunes joueurs, c'est le championnat parfait. T'envoies un gars à LA, disons t'es Manchester United, t'envoies un gars retraité à LA, tu vas pogner des gars qui ont du talent, mais des fois qui ont passé leur pic, ou un gars comme Ibra qui arrivait de United, mais tu sais, tu comprends, c'est pas intéressant pour eux, tandis que là, tu vas chercher des gars des fois qui sont pas pantoute connus, qui sont pas attendus, puis qui peuvent faire une différence, là. Puis il y en a qui se développent sur le tard, là. Oui, il y a ça aussi. Mais tu sais, un peu comme Neymar. Neymar, il était à Santos. Puis je vais être honnête avec toi, là. Qui c'est qui entendait parler de Neymar avant qu'il signe au Barça, qui le connaissait? Ceux qui jouaient à PES, OK, c'est le gars sur la pochette. Ceux qui suivent le foot sud-américain, peut-être. Mais moi, dans mon entourage, là, je connais pas grand monde qui écoute la Copa Libertadores. Moi, quand je leur disais, je regarde la Copa à soir, le monde, de quoi? Ils savaient même pas de quoi je parlais, tu sais. Fait que le championnat canadien a peut-être ce luxe-là. Puis bon, c'est sûr que dans le cas de Neymar, éventuellement, il est devenu tellement gros à cause de la Coupe du monde des clubs. Puis c'était pas une surprise quand il est arrivé au Barça, dans le sens. Mais il y a bien des gens ici qui le connaissaient pas. Mais là, tu vas chercher une petite pépite pas connue au Canada, là. Tu peux créer une méchante surprise, tu sais. Puis je pense que la grosse différence, c'est que la MLS... c'est une ligue, oui, pour augmenter le niveau de jeu de la sélection américaine des hommes, d'accord, mais c'est une ligue pour faire de l'argent. Tu comprends-tu? C'est une ligue vraiment là, pour le glamour puis l'argent. C'est vraiment Tandis que la ligue canadienne, c'est pas une ligue glamour, là. C'est une ligue pour développer le Canada. Dans MLS, on se le cachera pas. Les équipes qui vont avoir le meilleur résultat, en fait, c'est les équipes qui vont être capables de produire des joueurs puis de les vendre. Tu sais, c'est un peu ça le marché de la MLS, là. Alors, regarde les grosses puissances. Je l'avais écrit sur notre garage foot. Les grosses puissances comme l'Allemagne, l'Espagne, souvent, quand tu regardes leur équipe nationale, tu as une grosse majorité de joueurs qui jouent dans le championnat. Tu sais, à un moment donné, c'était un running gag, là, mais Portugal contre Espagne, c'était quasiment comme, bon, on prend le Real, on prend le Barça, pour mélanger les joueurs. Tu sais, mais c'est ça, l'Allemagne, leurs gros joueurs, la plupart jouent en Allemagne. Pas tous. Il y en a qui jouent à l'extérieur. Alors, regarde le Brésil. Regarde l'équipe nationale du Brésil des dernières années. Tu as beaucoup de joueurs qui jouent en Europe parce que le championnat brésilien, c'est triste, là. Mais c'est
en tout cas, c'est pas, tant qu'à moi, c'est plus ce que c'était. Ouais, là. c'est ça. C'est ce que j'allais dire, ça a changé. Mais tu vois que les gars, il n'y a pas de cohésion. Puis je regarde l'équipe nationale américaine. Actuellement, ils ont beaucoup de noms qui jouent en Europe, puis c'est pas mauvais. Mais en 2014, ils avaient bien fait, mais une grosse partie de l'équipe jouait en MLS. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Si tu as un championnat canadien qui a de l'allure, puis que tu as beaucoup de jeunes qui jouent en CPL, ces gars-là jouent... Pour la sélection. Bon, ils jouent contre... Quand ils jouent en championnat, ils jouent contre, mais qu'ils se connaissent, ces gars-là. Fait que quand ils arrivent sur le terrain, ils se connaissent entre eux, ce qui fait qu'ils développent une meilleure chimie que des joueurs un peu éparpillés partout dans le monde. C'est sûr. Moi, je suis convaincu que ça joue. Si tu veux performer à un niveau international, ça commence par développer des joueurs dans ton propre championnat où tu ne te ramasses pas avec une injustice comme en MLS, que finalement, joueur canadien, vous comptez pour un joueur étranger aux États-Unis, mais un joueur américain au Canada ne compte pas pour un joueur étranger, tu sais. C'est ça. Moi, peut-être que le monde ne sont pas d'accord avec moi, puis je me suis peut-être mal exprimé, là. Mais dans ma tête, c'est clair, mais des fois, quand je passe, c'est pas toujours clair, là. Mais moi, je suis convaincu que vraiment la Ligue canadienne va réussir peut-être là où la MLS a parfois réussi, mais pas tout le temps. Fait en terminant, ça va finir combien et comment tout ça, Rémi, si on extrapole, là, puis c'est hypothétique notre affaire, mais dans 5-10 ans, là, on a-tu la CPL puis une Super League avec une NASL en dessous? Moi, je pense que d'ici 5-10 ans, on a une CPL avec nos équipes canadiennes. Dans le cas de la Super League mexicaine, ça va dépendre aussi qui va être réélu aux prochaines élections américaines. Parce que là, le mur... C'est là la clé. Pas juste ça, c'est parce que le mur, maintenant, je pense que c'est plus les Américains qui le veulent, c'est les Mexicains qui le veulent pour le coronavirus. Mais c'est sûr qu'avec un Trump, moi, je vois... honnêtement, je trouve ça particulier avec un Trump. Mais encore là, si c'est des propriétaires d'équipes qui pensent à leur profit... quand c'est le temps de parler argent, souvent le côté humain prend le bord. Tu sais. Bref, je pense que j'ai des doutes pour une Super League États-Unis-Mexique, à moins qu'il y ait vraiment, comme je te dis, comme je disais tantôt, des détails qu'on ne sait pas par rapport à des crises financières. Mais dans le cas de la CPL, par exemple, uniquement canadienne, pour moi, c'est beaucoup plus plausible. Je pense que oui. Moi, je pense que la première chose qui peut arriver, c'est que le Canada rapatrie toutes ses équipes en CPL. Puis, d'après moi, ça va arriver là, justement à la prochaine, pas négociation, là, mais au renouvellement, finalement. Ben, c'est sûr, moi, je pense que ça va arriver avant. Ah ouais? Moi, je te le dis, la crise du corona... Parce que, tu sais, c'est comme Philo disait, peut-être que si jamais aux États-Unis, si ça se on est prêt à jouer. Tu sais, il avait proposé de faire jouer les équipes canadiennes en CPL avec des compromis pour s'assurer que les deux équipes ne brûlent pas la Ligue. Mais moi, j'ai l'impression que... il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui veulent leur part du gâteau en MLS. Il y a une pression pour avoir des concessions au niveau de certains propriétaires. Fait que, honnêtement, moi, des fois, je pense que le coronavirus va peut-être... c'est peut-être le coronavirus qui va... c'est vraiment une théorie, là, je me trompe, mais ça pourrait peut-être jouer, puis ça pourrait être beaucoup plus vite qu'on le pense, l'impact en CPL. Surtout si on est prêt à jouer avant les États-Unis, ça pourrait jouer du coude. Entre autres, puis l'autre chose aussi, ça réglerait un autre problème. Tu sais, l'impact est désavantagé parce qu'on ne veut pas jouer dehors. Moi, en tout cas, la finale contre America, ça ne serait pas joué dans le stade olympique, ça serait joué au stade Saputo. Mais le fait que, tu sais, la CPL commence le 14 avril, puis la MLS commence en mars, mais nous, en mars, pour les équipes, surtout l'Impact, là, qui est l'équipe la plus au nord, si je ne me trompe pas, tu ne joues pas chez vous, puis des fois, tu te ramasses avec des saisons avec 5-6 matchs au début, puis moi, je crois que ça pourrait favoriser aussi. On n'aurait pas un calendrier aussi désavantageux qu'on l'a parfois. Oui. C'est sûr que quand tu pars ta saison avec 5-6 matchs à l'étranger, c'est pas toujours évident. Ouais, puis veux pas... au niveau des distances, ça marche pas parce que le Canada, c'est une ligne plate, là, dans le sens que
tu as autant de distance entre Montréal, Vancouver que Montréal. C'est comme dans le milieu. Le problème d'une ligue canadienne, c'est que dans le milieu, il se passe rien. Tu sais, dans l'Ouest, ça va jouer. Dans l'Est... En Saskatchewan, ben, tu sais, Winnipeg, ouais, ça paraît une équipe à Regina. Il y en a déjà eu en NASL. Moi, honnêtement, là, tu m'amènes les 3 équipes d'MLS en CPL. CPL, puis tu rajoutes une équipe soit à Regina ou à Québec. À Québec, ça pourrait pas. Mais je sais pas à Québec, hein. Ça pourrait pogner. Mais tu sais, tu montes une ligue à 12 équipes. Ouais. C'est merveilleux. Tu sais, mais moi, l'affaire, c'est que là, je ne sais pas, cette année, ils ont changé le format. Moi, j'aimerais ça qu'il soit à l'européenne, qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires. Là. Vraiment, là, une vraie ligue. Là. Ou peut-être pas juste aller-retour, parce que tu vois une saison de 20, disons que tu as 12 équipes, une saison de 23 matchs, c'est pas si pire. Ouais. Mais tu sais, où tu fais 23 matchs plus une coupe de la Ligue puis une coupe nationale. Pour augmenter ton nombre de matchs, peut-être, mais moi, j'espère que le format série éliminatoire, à la limite, j'aimais bien le format comme il y avait en NASL dans le temps, une saison d'ouverture, une saison de fermeture, puis le champion de chaque saison s'affronte dans un NASL Bowl. Ça pourrait être intéressant. Mais un format avec des séries éliminatoires comme la MLS, moi, le vrai champion de la saison, c'est celui qui finit premier au classement. Moi, je suis désolé, là, après des playoffs, là, moi, je ne trippe pas trop. Là. Non, c'est ça. C'est pas l'essence du soccer, mais c'est d'un autre côté, c'est la saveur nord-américaine. C'est pas facile. Hey, moi, je vais te laisser là-dessus. Excellent. Parce que, mais ce serait le fun qu'on fasse une émission sur e-sports, entre autres. Oui. Parce que c'est la grosse mode. Je sais que tu parles de réalité virtuelle, ça, je connais moins. Là. Mais, parce que là, j'essaie de faire des streams, là, mais, parce que e-sports, je sais que la CPL a maintenant son tournoi eCPL tous les vendredis soirs. Je l'écoute un peu. La MLS aussi. Puis, ça serait intéressant parce que c'est une dimension qui va... qui, d'après moi, va prendre une grosse ampleur. Ben, c'est sûr que oui. Excellent. Fait qu'on regarde ça, puis on s'en reparle cette semaine pour essayer de faire de quoi là-dessus. C'est bon. Attention à toi, là. Hey, merci, Rémi. Salut. Bye-bye. Hey, restez là bien branchés. Dans quelques instants, on poursuit le podcast. On se parle de cap salarial. Beaucoup de bruit sur la ligne avec ça. Déclaration de Wayne Rooney qui dit en gros finalement que le cap salarial est un frein au développement de la MLS. On regarde ce que vous en pensez. Je vous ai posé la question sur Twitter. Est-ce qu'on enlève ça le cap? Est-ce qu'on garde ça? Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, on est de retour dans le podcast BBN. Jeff Morancy avec vous. L'édition toujours du 20 avril 2020. Donc, beaucoup de bruit, comme je vous disais, avec le cap salarial. Et on a jasé énormément sur les réseaux sociaux. J'ai passé ma journée avec vous sur Twitter à discuter de tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce contexte-là. Est-ce qu'il faut enlever le cap salarial? Est-ce qu'il faut le maintenir? Et là, je vous invite à venir. Hein, si vous êtes en direct là, et que vous nous écoutez, venez jaser directement dans la salle de clavardage, dans la chatroom. Vous allez voir si
On est là et on va répondre à vos interrogations, vos questions, prendre vos commentaires parce que j'essaie de suivre avec vous sur Twitter en même temps, mais c'est pas toujours évident puis j'essaie de le faire de la meilleure façon possible, mais beaucoup de bruit aujourd'hui donc pour le cap salarial et j'ai jasé avec pas mal de gens que je tiens à saluer, Unique Image, Marc-André Lacroix, Dr Foot, Maxime Cardinal, Didier et Mathieu également, entre autres, là, font partie des gens avec qui j'ai eu des interactions aujourd'hui. Et je pense que il y avait dans ces interactions-là, Dr Foot, qui avait, selon moi, une excellente réflexion sur le sujet du cap salarial, à savoir est-ce qu'on devrait le garder, est-ce qu'on devrait l'enlever et je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Dr Foot, mais moi je pense que finalement ce qu'il disait là, c'est que je vous le lis mot à mot, le cap salarial permet une certaine homogénéité entre les clubs. Le concept de DP est là pour payer grassement les vedettes. Si le cap augmente et que la Ligue ajoute un DP, la croissance en qualité pourra continuer. Et moi, je pense ça. Mais ce qui vient tout chambranler la patente, c'est les fameux TAM, les GAM, donc le Target Allocation Money, le General Allocation Money. Et c'est pas tout le temps clair, puis c'est quoi le TAM, c'est quoi le GAM. Mais, tu sais, entre autres, le GAM, en plus du budget salarial des équipes, est revu à la hausse, à la baisse, selon là, est-ce que l'équipe fait ou non les séries, est-ce qu'il y a des transferts hors MLS, est-ce qu'il y a des qualifications à la CONCACAF, est-ce qu'une équipe évolue avec 2 DP au lieu de 3. Bref, c'est à n'en perdre son latin. Mais est-ce qu'on enlève le cap salarial en MLS? Oui, à 35%, non à 65%. Et dans la déclaration qu'a fait Wayne Rooney, il y avait entre autres la MLS doit assumer les règles que l'Europe et le reste du football appliquent. Et ça, moi, personnellement, là, c'est le seul petit bout qui me fait grincer des dents. Parce que la MLS a réussi et, à mes yeux, à moi, là, est une ligue présentement en croissance. On le voit avec des marchés émergents, on le voit avec des expansions, on le voit avec des joueurs qui arrivent ici avec énormément d'argent, comme entre autres Beckham, pour instaurer et mettre en place des concessions à travers le circuit qui auront beaucoup d'argent et attirer des joueurs internationaux connus, attirer des joueurs établis également. Ce qu'on ne pouvait pas faire en MLS il y a quelques années encore. Donc, on réussit à le faire et au travers de tout ça, la MLS doit, Rooney disait, doit assumer les règles que l'Europe et le reste du football appliquent. Moi, là-dessus, là, je le rejoins pas, Rooney, parce que moi, je pense que la MLS doit avoir sa propre identité, doit avoir sa propre couleur, sa propre saveur. Et là-dessus, à quoi bon créer un marché nord-américain de soccer si c'est pour faire une copie conforme et identique de ce qui se joue en Europe. La MLS a décidé de se développer comme étant un circuit fermé où il n'y avait pas de promotion-relégation, où on a instauré une formule de série d'après-saison où est-ce qu'on a donné finalement une saveur nord-américaine à un sport de l'ancien continent. Donc, on a amené le sport ici, mais c'est pas arrivé avec l'Impact, là, je comprends, puis c'est pas arrivé non plus avec la MLS. Ça jouait au soccer bien avant
le soccer de la MLS, mais ce que je veux dire, c'est que au travers de tout ça et au travers de la croissance et du développement de la MLS, moi, je pense sincèrement que la MLS s'est dotée d'une identité propre et authentique à elle-même. Et c'est ce qui fait peut-être parfois son charme, peut-être parfois son désagrément, mais je pense sincèrement que l'Impact est en train de se créer une identité unique qui est propre à elle. Et je ne suis pas certain qu'il faut délaisser tout ça pour aller se calquer pareil, identique à ce qui se fait en Europe. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de fans de soccer ici qui suivent beaucoup le soccer de l'autre côté de l'océan, puis c'est correct, c'est le fun, et c'est cet engouement-là, et c'est ce multiculturalisme-là qui a fait en sorte que le soccer ici a émergé. Mais est-ce qu'on peut se donner une signature d'ici à un sport qui existait déjà? Moi, je pense que oui, et la MLS est en train de le faire. Donc là-dessus, moi, je rejoins énormément Dr. Foot avec le fait qu'il faut peut-être ajuster, parce que oui, il y a une homogénéité, vendez-moi des syllabes, entre les clubs, mais si on ajoute un DP, ben, peut-être qu'on va régler des problèmes. Ça ne sera pas parfait, mais ça va peut-être améliorer une chose. Où ce qu'il faut faire attention, c'est que si on enlève le cap salarial et qu'on invite des David Beckham à arriver ici avec des commanditaires comme Qatar à 250 millions, ben on va acheter le championnat. Et ça, il faut faire très, très attention. Moi, il y a quelques années, j'écoutais la Formule 1. J'ai décroché parce que tu sais, Formule 1, il y a 3 écuries. Le reste, ils ont beau faire n'importe quoi, ils ont beau travailler ses chars, ils ont beau améliorer, faire de la recherche et du développement, ben, ils ne seront jamais Ferrari, Mercedes, Red Bull. Donc, j'ai un peu décroché. Si vous parlez, vous les suivez les championnats européens, si vous parlez à des jeunes dans la rue, et que vous leur demandez des équipes européennes, ils vont vous en sortir combien, vous pensez? Hein? Ils vont vous en sortir peut-être 3, peut-être 4. Donc, les équipes les mieux placées qui performent le plus. Est-ce que c'est en lien tout le temps direct avec l'argent qui est investi? Peut-être pas, mais on ne se cachera pas qu'une équipe comme le Barça a des gros moyens financiers et fait fort possiblement partie des joueurs pas des joueurs, mais des équipes que les jeunes, à laquelle les jeunes pourraient très bien s'identifier. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas vendre le championnat de la MLS. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc, on peut ouvrir la porte et j'ai rien contre ça. Mais il faut trouver des moyens de le faire intelligemment. Et, tu sais, il y a des ajustements à faire. Unique Image me disait, il ne faut pas oublier une chose de ce que dit Rooney. C'est pas tant au niveau du plafond, mais le principe de faire des échanges entre clubs, qui est une des raisons pourquoi la Ligue est complexe. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec lui. La Ligue doit faire quelque chose. C'est clair. Marc-André Lacroix nous disait, faut simplifier, voire même éliminer les règles de TAM et de GAM. Et ça, c'est super important. Ça nuit. Ben, pas que ça nuit, mais c'est un charabia, finalement, administratif pour les gens qui sont en place, mais pas pour le fan de soccer. C'est foutrement compliqué pour rien. Donc, on pourrait sortir tout ça
de là, et je pense que ça pourrait être bien. Maxime Cardinal nous disait il y aurait une différence si on l'enlève complètement. 10 millions et 20 millions, c'est jouable. 10 millions contre 50 millions, ça ne fonctionne plus. 3 joueurs désignés, ça va encore, mais il y a encore trop de façons de contourner les règlements avec les règles débiles de TAM et de gamme. Donc, je pense que ça, sur les fans et les gens avec qui j'ai eu des discussions, je pense que c'est pas mal unanime. Le TAM et le GAM, là, on peut-tu laisser ça de côté et passer à autre chose? C'est compliqué. Et il y a tellement de façons de le travailler, de le contourner ou de jouer avec qui fait que certains clubs qui ont 3 joueurs désignés, en vrai, quand tu regardes la formation, ils n'ont quasiment 5. Parce qu'ils ont joué avec le TAM, ils ont joué avec le GAM, puis tout ça fait en sorte que ça devient incompréhensible. Il y a les fameuses green cards également qui doivent se régler. Donc, Marc-André qui nous disait le cap doit rester et les règles doivent être assouplies. Donc, ça, je pense que c'est une bonne affaire. Mathieu nous dit, avec la nouvelle convention collective, on voit que le cap salarial augmente graduellement. Je pense que c'est la bonne stratégie. En effet, de le remonter tranquillement, c'est bien. Didier Odard, lui, qui nous dit, le plafond salarial empêche la Ligue de grandir. Là-dessus, je te rejoins. C'est vrai qu'on empêche la Ligue de grandir parce qu'on empêche par là d'amener ici des joueurs de haut calibre, de haut niveau qui pourraient s'aligner. Le problème que j'ai présentement, Didier, avec ça, c'est que les joueurs européens qui veulent s'en venir ici, selon moi, là, et sous toute réserve, là, veulent s'en venir dans 4-5 clubs, peut-être 6. C'est pas toutes les équipes qui ont un pouvoir de séduction et je suis pas sûr, par exemple, là, et rien contre le club, mais je suis pas sûr qu'un joueur en Europe présentement qui rêve de venir s'établir avec le FC Cincinnati, comprenez-vous, c'est quelque chose de possible. Mais de s'en aller à LA, de s'en aller à Miami, c'est des choses qui peuvent séduire. À la limite, Montréal, parce que c'est une plaque internationale quand même. Donc, il y a quand même des gros marchés qui peuvent attirer des joueurs par la réputation de la ville. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on va pas se battre sur le même dénominateur commun au départ. Et ça va devenir problématique. Donc, il faudra voir la discussion, sincèrement, que j'ai eue avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux là-dessus. Elle était belle, elle était plaisante et je remercie tous les gens qui ont participé à cette discussion-là. Pour clore le podcast de ce soir, je veux vous parler de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez vu notre petite vidéo, mais juste avant de vous parler de réalité virtuelle, je veux prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à Marc-Antoine Lemoyen qui se joint à notre équipe de collaborateurs et qui va produire du contenu soccer écrit sur notre site internet, donc sur notre nouvelle plateforme en création bbnmedia.com. Donc, bienvenue dans l'équipe à Marc-Antoine. Je suis vraiment heureux de l'avoir avec moi dans mon team. Vous l'avez déjà entendu ici, il s'est fait entendre donc dans certaines chroniques. C'est sûr que vous allez les réentendre, Marc-Antoine. Donc, il va être avec nous. Mais bienvenue dans l'équipe, Marc-Antoine. Je suis très heureux de l'avoir. En plus, j'ai mal fait ça et je m'en excuse parce que quand j'ai mis en ligne tantôt l'avis de nomination, j'ai même pas mis le bon... j'ai pas pointé finalement la bonne personne.
Donc, je m'en excuse. Ça a été corrigé depuis. Et là, si vous allez voir l'avis de nomination, bien, tout fonctionne. Donc, je m'excuse de la bourde que j'ai fait. Mais ceci étant, ben, je vous invite, tant qu'à être là-dedans, à venir nous rejoindre sur toutes nos plateformes. On est sur Spreaker, la plateforme de prédilection, mais on est également sur Apple Podcast. On est sur Twitter, on est sur Spotify, on est sur YouTube. On est en train de faire pimper notre compte Instagram. On s'en vient sur TikTok. Bref, on va être à peu près sur toutes les plateformes et j'ai vu de quoi aurait l'air l'image officielle du site, donc de la plateforme de BBN Media. Le site est en ligne présentement. C'est sûr que pour le lancement officiel, il va y avoir une refonte de fait, une image beaucoup plus 2020. Et j'ai vu les premières brides aujourd'hui. Ça va être de toute beauté et ça va être très interactif comme plateforme. Donc, ça va être génial. J'ai déjà hâte de vous présenter ça, comme j'ai hâte de vous présenter nos 4 premiers partenaires. Ça s'en vient, je vous présente ça d'ici le 1er mai, les 4 premiers partenaires majeurs de l'aventure BBN Media. Ça va être de toute beauté. Donc, réalité virtuelle, j'embarque là-dessus pour terminer. Je ne voulais pas dépasser 1 heure de podcast. Finalement, on s'est laissé enveloppé par les sujets, donc c'est bon signe, c'est signe que ça va bien. J'aurais aimé avoir Samuel Mande avec nous aujourd'hui, Marketing and Account Manager chez Vcult, mais bon, c'était impossible de le faire. Mais si vous avez vu la petite vidéo que j'ai produite en fin de semaine, moi j'ai écouté un match avec mon casque de VR. Puis là, je ne sais pas pourquoi je vous le montre, on n'est pas en vidéo, mais avec mon casque de réalité virtuelle, j'ai écouté un match. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ça ne serait pas la planche de salut pour la MLS qui devra, selon toute vraisemblance, présenter au retour de la crise des matchs à huis clos? Est-ce que la réalité virtuelle ne serait-elle pas la planche de salut? Moi, j'ai écouté un match avec Cristiano Ronaldo. J'avais le casque sur la tête. J'étais sur la ligne centrale et c'était de toute beauté. Parce que là, j'étais dans mon salon. J'écoutais le match. J'avais devant moi à peu près toutes les infographies que tu ne peux pas avoir et qui te stimulent pendant un match. On est entré dans le vestiaire, on a fait le tour du vestiaire. Les joueurs sont venus me voir, ils se sont présentés. C'était de toute beauté. C'est quoi la technologie derrière tout ça? J'ai quand même parlé par écrit avec Samuel de chez Vcult. Est-ce que c'est possible, lors de rencontres à huis clos, de suivre des matchs comme si j'étais assis dans le stade? Moi, c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, mettons qu'il y a un stade, un match à huis clos. L'Impact de Montréal va jouer un match au stade Saputo à huis clos. Y a-t-il moyen qu'on me filme le match et que moi, dans mon casque, je l'écoute en direct comme si j'étais assis dans un siège au stade Saputo? Alors oui, ça existe grâce à un dispositif de live streaming et de caméra 360. Donc, filmé avec une caméra 360, on est en mesure de vous présenter un match en réalité virtuelle. Donc, un match où vous êtes sur place. Si vous tournez la tête de gauche à droite, vous voyez les gens assis à votre gauche, vous voyez les gens assis à votre droite. Vous montez la tête, on voit le plafond du stade. Comprenez-vous, c'est vraiment comme si on était sur place. Par contre, il y a encore des obstacles à la technologie à court terme. La résolution d'image est peut-être pas encore parfaite. Le streaming du flux, c'est pas facile. L'imminence de la 5G va aider énormément là-dessus. Mais je vais essayer de revenir
avec Samuel pour vous parler de ça un petit peu plus en détail, un petit peu plus tard. Mais il y a des matchs de la Coupe du Monde qui ont été filmés, Coupe du Monde 2018, qui ont été filmés pour être écoutés sur le casque. Moi, j'ai un casque à la maison Evo VR et ceux qui pensent que c'est hors de prix, hors de portée, c'est très accessible comme technologie. Si vous achetez un casque comme le mien, vous pouvez en trouver là, dans les magasins à grande surface. Là. Vous allez dans un Walmart, pour 20$, tu es capable de mettre la main sur un casque. C'est sûr qu'il doit avoir des niveaux là, de qualité et de gradation, mais somme toute, pour une vingtaine de piastres, tu es capable de mettre la main sur un casque de réalité virtuelle. Ton téléphone va faire le reste. Donc moi, avec j'ai un iPhone 11 et je vais chercher le match sur YouTube. J'ai tapé match de soccer VR. Là, je suis tombé sur celui que je vous ai présenté, qui opposait le Real Madrid. Je vais aller voir parce qu'il y en a une coupe. Moi, ce que je vous ai présenté, c'était Real Madrid contre Juventus en 2017, la finale de la Ligue des Champions. Mais il y en a plein de matchs et il y a plein de séquences, il y a des petits jeux. Donc, vous pouvez aller chercher tout ça sur YouTube. Vous tapez Soccer VR pour Virtual Reality. Et vous allez trouver chaussures à votre pied. Je vous garantis que l'expérience est formidable. Et moi, personnellement, l'Impact n'a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'entrée au guichet. L'Impact me vend un casque de réalité virtuelle aux couleurs du club. C'est sûr que je l'achète. Si on me le vend 30-40$, on s'entend, là, je ne paierai pas 300-400$. Mais à un prix acceptable, je vais être preneur, puis qu'on me vende le match. On me vend le match comme si on me vendrait le prix d'un billet. On le donne gratuit à ceux qui ont des billets de saison, bien sûr, parce qu'il aurait été là. Mais si on ne peut pas y aller, bien, il y a toujours bien moyen de réussir à faire des revenus avec tout ça et continuer de vivre et de faire vivre cette ligue-là qui gagne à être découverte. Donc, la réalité virtuelle, c'est l'avenir de toute façon. Donc, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir c'est quand exactement que ça va débarquer. En terminant, je veux saluer, féliciter Alphonso Davies pour le renouvellement de son contrat jusqu'en 2025. Wow! C'est super le fun pour lui. On est vraiment content. Et de voir ça, de voir des joueurs comme Alphonso Davies réussir et percer comme ça sur le continent européen, c'est vraiment plaisant, c'est de toute beauté. Donc, on est vraiment heureux là-dessus. J'ai défoncé mon heure de podcast, puis je sais qu'après ça, après 1 heure, là, vous commencez à décrocher. Donc, je tire la plug. Et je vous remercie d'avoir été là. Prochain rendez-vous ce jeudi. Donc, on va essayer d'être là 3 fois par semaine, comme je vous disais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Continuez d'être actifs. Moi, j'aime ça quand on discute tous ensemble. Et aujourd'hui, là, j'ai popé toute la journée. Donc, ça, j'aime ça. Et ça fait du bien. En terminant, essayez de répondre à la question Dr. Foot. En cas de fusion MLS, Liga MX, est-ce que cette Super Ligue serait reconnue comme étant une ligue majeure par les journalistes sportifs montréalais? Je vous laisse avec ça. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.